Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation et puis désolé de ne pas être présent en vrai avec vous pour une raison de doublon avec la formation mucosectomie de notre société savante, la SFED. Donc, je vais vous parler de la résection endoscopique des cancers superficiels œsogastriques. C'est très dense pour les 20 minutes, donc on va être obligé de peut-être de ne pas démontrer par de la littérature systématique l'ensemble des choses que je vais vous montrer, puisque il y a des recommandations assez fortes sur le sujet. Je vous invite bien sûr à les lire pour avoir toute la littérature qui sous-tend l'ensemble de ces éléments. Euh, la problématique, on va le voir dans l'œsophage et dans l'estomac, c'est de bien traiter les bonnes lésions pour tenter de guérir les gens sans faire courir des risques inutiles d'une résection endoscopique aux patients qui en réalité ne seront pas traités. Toute la difficulté va être de reconnaître parmi les lésions œsophagiennes et gastriques celles qui sont des maladies locales sans risque régional et qui peuvent relever d'un traitement endoscopique curatif, de celles qui ont un risque d'extension ganglionnaire, comme cette lésion, et pour lesquelles finalement le traitement endoscopique ne sera peut-être pas suffisant et justifiera d'une stratégie adjuvante, soit par chirurgie, soit plus récemment par des protocoles adjuvants plutôt de radio et de chimiothérapie dans certaines conditions. Eh bien, pour cette lésion, il s'agissait en réalité d'une lésion à risque du fait de la présence d'une infiltration lymphovasculaire dans la sous-muqueuse, mais ce n'était pas écrit dessus et il a fallu la réséquer par endoscopie pour le découvrir. On va essayer de voir que une partie des critères de caractérisation endoscopique permet de prédire l'histologie et du coup peut-être de ne pas s'engager dans une résection endoscopique systématique lorsque les chances de guérison du patient sont extrêmement faibles. Alors, pour parler du risque de maladie régionale, de métastase ganglionnaire, il faut revoir l'histologie de la paroi œsophagienne avec l'épithélium M1, le chorion M2, la musculaire muqueuse M3, la sous-muqueuse qui est artificiellement divisée en 3 tiers et le muscle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fonction de la lymphophilie de la maladie, on ne va pas avoir le même risque ganglionnaire en fonction de l'extension. Ainsi, pour les carcinomes épidermoïdes, il n'y a que les lésions intraépithéliales et intrachorion qui ont 0% ou quasiment 0% de risque de métastase ganglionnaire. Dès que la maladie atteint la musculaire muqueuse dans un carcinome épidermoïde, on va avoir un risque ganglionnaire qui est de l'ordre de 4,7 à 18% en fonction des séries. Donc, autant pour l'adénocarcinome de l'œsophage ou pour l'estomac, le fait de rester dans la muqueuse n'est pas associé à un risque de métastase ganglionnaire, autant dans le carcinome épidermoïde, dès que la musculaire muqueuse est touchée, le risque métastatique ganglionnaire n'est pas nul. Lorsque l'on rentre dans la sous-muqueuse, pour le carcinome épidermoïde, le risque est déjà considérable, 11 à 53% de risque d'évolution métastatique. Pour le Barrett, eh bien, jusqu'à 500 microns ainsi que dans l'estomac, le risque est de 0%. Et vous verrez que dans une série multicentrique française qu'on avait coordonnée il y a quelques années, en fait, jusqu'à 1200 microns, s'il n'y a pas d'infiltration lymphovasculaire, pas de budding, pas de composants indifférenciés, le risque métastatique ganglionnaire dans l'adénocarcinome de Barrett reste extrêmement faible. Par contre, dès que l'on rentre dans la profondeur de la sous-muqueuse ou a fortiori que l'on atteint le muscle, le risque métastatique ganglionnaire n'est plus tolérable et la seule résection endoscopique ne guérira pas le patient. Alors, pour l'instant, c'est notre texte de référence, c'est recommandations ESGE, mais sachez que on est en train de valider le texte de la version 2 et donc tout ce que je vous dis là va être un tout petit peu updaté dans les mois qui viennent et je vais essayer de vous faire part des petits changements qui ont eu lieu entre ces deux versions. Alors, comment traiter les lésions de l'œsophage? Eh bien, comment choisir finalement entre les différentes techniques? La mucosectomie qui enlève la lésion autant que possible en un seul morceau, mais sans marge de résection. Le piecemeal qui résèque en plusieurs morceaux ou la dissection qui résèque avec des marges de résection, ce qui permet une analyse de qualité carcinologique. Eh bien,
Autant dans le côlon, il y a un débat très important sur la place de la dissection par rapport à la place de la mucosectomie piecemeal, autant dans le carcinome épidermoïde de l'œsophage, l'adénocarcinome de Barrett invasif ou l'adénocarcinome de l'estomac, la place de la dissection est majeure pour avoir une anapathe de qualité, des marges de résection et ainsi une analyse qui va permettre, en regardant le patient, de lui dire exactement son risque de récidive ganglionnaire et ainsi se mettre dans une démarche beaucoup plus précise qu'une histologie très approximative liée à un piecemeal. Donc, vous allez le voir, les places de la mucosectomie dans les différentes maladies œsogastriques sont extrêmement faibles maintenant. Alors, le diagnostic dans l'œsophage demande une expérience, une expertise, et il est bien montré que l'expertise de l'opérateur est extrêmement liée à la bonne détection des lésions œsophagiennes, à leur bonne limitation et à leur bonne caractérisation. Et par contre, la place des chromo-endoscopies réelles est de plus en plus faible et on utilise de plus en plus les chromo-endoscopies virtuelles, au premier rang desquels le NBI est celui qui a la littérature la plus riche, même si la littérature avec le BLI ou l'iScan-IO de chez Pentax se sont considérablement étoffées depuis la dernière version de la recommandation. Alors, un exemple dans l'œsophage, ici devant nous, même si ça ne saute pas aux yeux, on a un très gros carcinome épidermoïde en lumière blanche. Le contraste est extrêmement faible entre le rose de la muqueuse normale et le rose un peu plus pâle du carcinome épidermoïde qui est situé à 6 heures ici. Quand on passe en NBI, on va voir un peu plus les anomalies vasculaires, ce qu'on appelle les IPCL, les intraépithéliales papillary capillary loop, qui correspondent au relief vasculaire de l'œsophage, qui, sous l'effet des facteurs de néoangiogénèse, n'est pas exactement le même que dans la muqueuse normale. Et grâce à la chromo-endoscopie virtuelle, on va faire ressortir un contraste de ces zones dont la vascularisation est différente par rapport à la muqueuse adjacente. Malgré tout, et vous allez le voir, le Lugol donne un contraste beaucoup plus franc pour quelqu'un qui a une expérience un peu plus faible. Et du coup, eh bien, dans l'étude multicentrique française que nous avions coordonnée, on voit que finalement le Lugol reste un peu plus efficace pour détecter des lésions débutantes comme de la dysplasie de haut grade par exemple. Et du coup, même si le NBI est très efficace pour trouver les cancers avec finalement la même efficacité que le Lugol, une fois qu'on a trouvé une lésion avec du NBI, l'intérêt du Lugol est très important pour vérifier qu'on n'a pas des zones multifocales de dysplasie associées. Donc, la recommandation, c'est que peut-être que le Lugol est le meilleur examen. On sait que ça n'est pas très pratique, que personne ne le fait en pratique parce que ça complique beaucoup la procédure. Donc, le NBI est sûrement la meilleure alternative parce que beaucoup plus acceptable, beaucoup plus pratique et ayant des grandes performances. Par contre, vraiment, dans un contexte de dépistage des tumeurs œsogastriques, la lumière blanche n'a aucun intérêt dans l'œsophage. Et ma recommandation, en tout cas pour mes internes, etc., c'est de ne jamais remonter un œsophage en lumière blanche, mais toujours en chromo-endoscopie virtuelle, parce que ce n'est pas toujours des gros alcoolotabagiques qui ont des carcinomes épidermoïdes. Et quitte à passer dans un œsophage, autant le faire avec une modalité qui permet de dépister les carcinomes épidermoïdes de l'œsophage. L'écho-endoscopie ne doit être considérée dans le bilan d'une tumeur œsophagienne que lorsque l'on a des critères endoscopiques assez formels d'une invasion profonde. Et l'écho-endoscopie va surtout être là pour différencier le T1 et le T2, mais pas pour différencier le T1 intramuqueux du T1 SM superficiel, l'intraépithélial de la lésion envahissant la musculaire muqueuse. Donc, on est bien dans première chose, caractérisation endoscopique. Je pense que c'est une lésion superficielle, je vais à la résection. Je pense que c'est une lésion très profonde. L'écho-endo va m'aider à dire très profonde T2, très profonde jusque au-delà de l'œsophage, etc. Alors, les critères d'invasion profonde, d'abord, on a le caractère non plan, c'est-à-dire lorsque la lésion n'est pas parfaitement plane, mais donne, comme ici, soit des zones de dépression, soit des espèces de bourrelets. On voit que la lésion, en fait, passe sous la muqueuse dans la sous-muqueuse et donne un espèce de bourrelet périphérique. Alors, ce n'est pas
pathognomonique et ça ne va pas empêcher complètement la résection endoscopique. Mais là, on peut éventuellement avoir un intérêt à faire une écho-endoscopie pour aller vérifier qu'on n'a pas une invasion musculaire très flagrante. Si ce n'est pas le cas, la résection par dissection sous-muqueuse à visée diagnostique va apporter la réponse. Deuxième élément, c'est les zones nodulaires surélevées. Et le troisième élément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les IPCL, l'aspect des vaisseaux superficiels. Normalement, dans l'œsophage, on a des vaisseaux qui sont extrêmement fins, qui font une boucle qui redescend sur eux-mêmes. On ne les voit à peine, alors que dans les tumeurs invasives dans la sous-muqueuse, on a des gros vaisseaux linéarisés, comme ça, des gros troncs vasculaires qui n'ont rien à voir avec la vascularisation. Et ça, c'est tout de même extrêmement associé là pour le 3B à une invasion sous-muqueuse profonde et donc au caractère non parfaitement curatif de la dissection. Donc dans le carcinome épidermoïde, la dissection est la technique recommandée dans tous les cas, sauf les toutes petites lésions planes de moins d'1 centimètre, où là on peut encore utiliser les techniques de mucosectomie. Par contre, à partir du moment où on pense que la lésion est invasive dans la sous-muqueuse sur sa forme macroscopique ou sur ses IPCL, à ce moment-là, l'écho-endo peut être proposé. Vous voyez que la mucosectomie, donc c'est exclusivement en dessous de 10 mm, sinon c'est dissection pour tout le monde. Et dans les nouvelles recommandations, il y a quand même eu une petite restriction pour les lésions circonférentielles. On s'arrête à 5 cm d'extension circonférentielle. Au-delà, il faut vraiment qu'il y ait une réflexion parce que le risque de sténose est majeur. La stratégie actuelle la plus efficace pour la dissection œsophagienne semble, en tout cas pour nous, et ça se confirme un peu à l'étranger, être la stratégie de tunnel suivie d'une traction par clip et fil qui a permis de considérablement diminuer le temps de procédure et d'en limiter les complications. On va passer sur ce détail technique, mais n'hésitez pas, si vous faites de la dissection œsophagienne, à venir passer un peu de temps dans les services chez Jean-Baptiste, chez Jérémy, chez Timothée, chez nous et ailleurs pour voir cette stratégie de tunnel plus traction. La résection curative dans l'œsophage demande des marges saines pour l'épidermoïde d'être intramuqueux M1 ou M2 et au-delà, M3 et SM1, on va discuter en fonction des comorbidités du patient si on propose une surveillance ou éventuellement un traitement adjuvant dans le cadre d'un protocole par radiothérapie ou radiochimiothérapie. Surtout, ne pas oublier le pharynx, c'est un point important. Quand on a trouvé un carcinome épidermoïde de l'œsophage, notre travail ne s'arrête pas à la bouche œsophagienne, mais bien à la bouche tout court, parce qu'on est meilleur que les ORL en NBI pour dépister des petites lésions épidermoïdes ici dans le sinus piriforme droit. Donc, n'arrêtez pas votre examen à l'œsophage, mais bien un peu plus haut dans la bouche. L'œsophage de Barrett, on va aller un peu plus vite. La place de la mucosectomie reste présente, contrairement au carcinome épidermoïde, mais dès lors qu'on a une lésion nodulaire ou déprimée, la place de la dissection devient beaucoup plus acceptée pour avoir une histologie de bonne qualité. Donc dès que la lésion fait plus de 15 mm, qu'elle se soulève mal ou qu'elle a une composante nodulaire qui fait évoquer une invasion sous-muqueuse, la dissection va apporter une meilleure histologie et du coup une meilleure analyse et une meilleure prédiction du risque pour le patient. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait une étude pour les tumeurs à bas risque, c'est-à-dire n'ayant pas de composants indifférenciés. Et la première évolution métastatique que l'on a constatée parmi cette cohorte de patients français est apparue à partir de 1200 microns et non pas 500 comme dans les recommandations. Ça a été publié l'année dernière dans le journal de l'UEG. Et donc, possiblement que ce 500 microns pourrait être repoussé un petit peu pour les adénocarcinomes de Barrett à bas risque, c'est-à-dire n'ayant pas d'embole, pas de budding et pas de composants indifférenciés. La résection est curative donc pour des marges saines, pour des tumeurs M1, M2, M3, SM1, voire jusqu'à 1000 microns. Et par contre, s'il y a des marges latérales envahies en dysplasie de haut grade, on peut faire une radiofréquence pour détruire le Barrett résiduel. On passe à l'estomac. Alors là, contrairement à ce que je vous ai dit pour le carcinome épidermoïde de l'œsophage ou la chromo-endoscopie et la technique de référence, et il n'y a aucun apport supplémentaire de remonter un œsophage squameux en lumière blanche, dans l'estomac,
la lumière blanche reste un moyen de bien détecter le red sign, la zone un peu plus foncée, un peu plus rouge, au niveau de laquelle on peut avoir un adénocarcinome de l'estomac. Donc, le premier temps d'une gastroscopie doit être fait en lumière blanche et je dirais dans un estomac propre. Mais quand on voit une lésion, il ne faut pas surtout pas laver directement sur elle parce qu'elle va se mettre à saigner. Il faut laver avec une vague. Donc, on lave à distance pour que la vague vienne nettoyer la zone, enlever la mousse, etc. On va chercher ensuite les irrégularités de surface et la zone déprimée centrale, mais le red sign peut être le signe d'appel pour le voir. Vous voyez, sur la pièce, une fois étalée, c'est beaucoup plus rouge à l'extérieur que la muqueuse environnante. Attention quand même aux carcinomes indifférenciés, heureusement on n'en voit pas beaucoup, mais ils n'ont pas toujours une teinte rouge, mais parfois plutôt une teinte un peu jaunâtre. Vous voyez là, le fond de la lésion est plutôt jaune. Ça peut être un peu plus fréquent dans les carcinomes indifférenciés avec cellules en bague à chatons, qui encore une fois ne sont pas vus souvent, mais attention, c'est une démarche un peu différente pour l'indifférencié avec cellules en bague à chatons parce qu'on sait qu'au-dessus de 20 mm, on ne va jamais être curatif. Donc, quand on a une lésion très jaune de plus de 20 mm, les biopsies sont très importantes parce que si on a des cellules en bague à chatons, la dissection n'apportera rien. De toute façon, on ira à la chirurgie derrière parce que le risque métastatique ganglionnaire apparaît dès 20 mm pour les indifférenciés. L'avenir, et en particulier pour des pays comme le nôtre, c'est l'intelligence artificielle parce que vu la faible fréquence des lésions superficielles gastriques, on ne sera jamais très bon dans la détection des lésions, tout simplement parce que chercher en permanence quelque chose qu'on ne trouve jamais, c'est pas très motivant. Et du coup, faire des examens extrêmement minutieux d'un estomac où on ne trouve jamais rien dans une population française habituelle, c'est démotivant. Du coup, on croit beaucoup quand même à l'intelligence artificielle dans cette indication-là, parce qu'elle sera concentrée en permanence et pourra appeler votre œil si elle voit quelque chose. Ensuite, alors la caractérisation des lésions de l'estomac, ce qui est très important et quasiment systématique, 98% des cas, c'est que toute lésion de l'estomac est démarquée par une ligne de démarcation avec une rupture entre la muqueuse intratumorale et la muqueuse adjacente. C'est ce qu'on appelle la ligne de démarcation de l'équipe de Kenji Yao, qui est quasi systématique dans toute lésion néoplasique gastrique. Peut-on prédire le degré d'invasion? Alors ça, par contre, on n'est pas bon du tout pour le degré d'invasion. En chromo-endoscopie virtuelle, ce sont que des facteurs indirects comme la taille, l'ulcération, la convergence des plis, mais rien de très précis. Et quand on a un gros nodule, une lésion très suspecte, on va aller faire l'écho-endo pour différencier le T2 du T3 et plus. C'est un peu comme l'œsophage. Du coup, la dissection diagnostique a une grande place, c'est-à-dire que quand on a une lésion très suspecte d'invasion profonde, on va la disséquer et ensuite la faire analyser et réagir sur un apate. Donc, la place maintenant de la mucosectomie dans l'estomac pour des néoplasies gastriques est extrêmement faible, uniquement pour des toutes petites lésions planes de moins de 10 mm. Sinon, pour toutes les autres lésions, c'est la dissection avec des larges marges qui est la technique de référence et qui va permettre d'avoir une histologie correcte et de pouvoir affirmer si le malade est guéri ou non. Cette dissection, de plus en plus, elle s'envisage avec traction. Nous, ça fait longtemps qu'on fait de la traction tout le temps, mais ça y est, les Japonais le font aussi et on a enfin des études randomisées qui montrent l'amélioration du temps de procédure et la division presque par 2 du taux de perforation. Donc à mon avis, maintenant, la dissection dans l'estomac, c'est avec traction comme d'habitude. Ensuite, on va passer à des lésions un peu suspectes ici, vous voyez, presque ulcérées au centre, pour pouvoir illustrer les cas où on est curatif dans l'estomac. On est curatif dans l'estomac pour une lésion intramuqueuse, quelle que soit sa taille, pour une lésion sous-muqueuse de moins de 500 microns si elle fait moins de 30 mm, pour un indifférencié non ulcéré s'il fait moins de 20 mm. C'est assez complexe et ça n'a pas vraiment évolué. Le suivi dans l'estomac, c'est une première endoscopie à 6 mois et après, une fois par an à vie. En conclusion, quand doit-on traiter une lésion superficielle œsogastrique? Toutes les lésions qui n'ont pas un critère évident d'invasion sous-muqueuse profonde. S'il y a ce critère d'invasion sous-muqueuse profonde, l'écho-endoscopie va permettre de trancher. Le challenge est de prédire l'invasion, ce qui est très difficile actuellement. Donc, il y a encore une place importante pour la dissection diagnostique
avec raisonnement basé sur l'ANAPAT ensuite. Comment peut-on traiter les cancers de l'œsophage et de l'estomac en endoscopie actuellement? Il n'y a presque pas de place pour la mucosectomie ou vraiment pour des choses minuscules. Sinon, c'est dissection tout le temps et dissection avec traction. Le remboursement de la dissection a été obtenu le 12 octobre 2020. Donc maintenant, on peut faire ce geste avec une rémunération et donc il est voué à se développer un peu plus. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée.